Une fillette de 9 ans fit irruption dans le poste de police en tenant un bébé malnutri, et lorsqu'elle expliqua à l'officier pourquoi, il éclata en sanglots. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le radiateur grinçait sa symphonie matinale pendant que Bella Rodriguez fixait son reflet dans le miroir de la salle de bain, tressant méthodiquement ses cheveux noirs de la manière que sa mère lui avait enseigné. À 9 ans, elle avait maîtrisé l'art de se préparer pour l'école toute seule. La fissure dans le miroir divisait son visage en deux, rappel constant de toutes les choses qui devaient être réparées dans les murs vieillissants des Bridgeport Towers. 1, 2, 3. Comptait-elle à chaque coup de brosse, comme chaque matin, en essayant d'étouffer le son du bébé qui pleurait à l'étage. Les murs de l'immeuble étaient suffisamment fins pour qu'elle ait parfois l'impression d'habiter 2 appartements à la fois, le sien, au 3e étage, et celui d'Amy Collins juste au-dessus. Le pleur s'arrêta brusquement, suivi du son familier de la voix d'Amy, étouffée mais distincte. « S'il te plaît, moi, laisse-moi dormir encore 5 minutes. » Le désespoir dans la voix de la mère adolescente fit suspendre les mains de Bella, en plein tressage. Bella jeta un coup d'œil à l'horloge Hello Kitty sur le mur de sa salle de bain, 6h45. Sa mère serait de retour de son service de nuit à l'hôpital Saint-Vincent-S dans exactement 15 minutes, juste le temps de l'embrasser d'un baiser d'adieu avant de s'effondrer dans le lit, juste le temps pour Bella de faire semblant que tout était normal, qu'elle n'avait pas été réveillée depuis 4 heures, à écouter les pleurs du bébé et les tentatives de plus en plus désespérées d'Amy pour le calmer. L'appartement semblait différent dans la lumière du petit matin. Des ombres s'étiraient sur le tapis usé, telles des mains qui cherchent à attraper, et le vide semblait résonner. Bella accomplissait sa routine matinale avec une précision acquise par la pratique. Des céréales dans le bol bleu ébréché, exactement une tasse de lait qu'elle avait mesuré des dizaines de fois pour être sûre, et 2 cuillerées de sucre, le seul luxe que sa mère autorisait les jours d'école. Au-dessus d'elle, des pas résonnaient d'un rythme irrégulier. Boum, boum, pause, boum, boum, pause. Amy marchait avec Noah, essayant de le calmer. Bella connaissait désormais le schéma par cœur, tout comme elle savait qu'au bout d'environ 10 minutes, Amy devrait se préparer pour l'école elle-même, ce qui signifiait que les pleurs reprendraient, plus fort cette fois. Bella repoussa ses céréales à moitié mangées et se dirigea vers la fenêtre. Depuis son appartement du 3e étage, elle pouvait voir le bus scolaire qui descendait déjà Morrison Street, s'arrêtant devant les maisons avant le complexe d'appartements. Elle compta les arrêts, 5 de plus avant d'atteindre les Bridgeport Towers. Le loquet de la porte d'entrée se cliqueta et Maria Rodriguez entra, toujours vêtue de sa tenue d'hôpital bleu. Des cernes assombrissaient ses yeux, mais elle sourit en voyant Bella. « Bella, Mia, Mo » dit-elle en ouvrant les bras. Bella se jeta dans les bras de sa mère, respirant le mélange familier d'antiseptique d'hôpital et de parfum à la vanille. « Maman, tu es rentrée tôt, juste de quelques minutes. » Mademoiselle, Madame Chin avait proposé de terminer ma paperasse. Maria caressa les cheveux de Bella, fronçant légèrement les sourcils. « Ta tresse est encore de travers, ma Vita. » Avant que Bella ne puisse répondre, un cri particulièrement aigu provenant de l'étage les fit lever toutes deux les yeux. Le visage de Maria se tendit d'inquiétude. « Pauvre fille, murmura-t-elle. Je la vois parfois dans le couloir, si jeune, elle n'a que 16 ans. » Répondit Bella, peut-être trop rapidement. Noah a 6 mois. Maria haussa un sourcil. Tu les connais, tout le monde se connaît dans l'immeuble, maman. Bella détourna habilement la conversation, cachant la vérité qu'elle avait observée. Amy et Noah, vus à travers l'escalier de secours commun, et comment, en douce, elle apportait des collations supplémentaires et aidait quand elle le pouvait. Une porte claqua à l'étage, suivie du bruit de pas précipités dans l'escalier devant leur appartement. Bella savait que c'était Amy, se précipitant pour déposer Noah à l'appartement de Madame Peterson, au 1er étage, avant l'école. Madame Peterson gardait Noah gratuitement pendant les heures de cours, une gentillesse qui avait fait pleurer Amy la première fois qu'elle l'avait proposé. « Je devrais y aller, » dit Bella en attrapant son sac à dos. « Le bus arrivera bientôt. » Maria semblait vouloir en dire plus, mais l'épuisement la domina. « D'accord, Mia, sois sage aujourd'hui, je serai debout quand tu rentreras de l'école. » Bella serra une dernière fois sa mère dans ses bras, puis se dirigea vers la porte. Dans le couloir, elle pouvait entendre déjà les pas d'Amy atteignant le 1er étage. Elle accéléra le pas, sachant que si elle se dépêchait, elle pourrait rattraper Amy dehors. L'air du matin lui fouetta le visage alors qu'elle franchissait les lourdes portes d'entrée de l'immeuble. Amy était juste devant, ses longs cheveux blonds non brossés, et portant le même chandail qu'hier. Noah, emmitouflé contre le froid d'octobre, avait enfin cessé de pleurer. « Amy, Bella,
aplatait-elle avant de pouvoir s'arrêter. La mère adolescente se retourna, un instant, leurs regards se croisèrent. Les yeux d'Amy étaient bordés de rouge et creux, avec des cernes rappelant ceux que Bella voyait chaque matin chez sa propre mère. Mais, contrairement à l'épuisement professionnel de Maria, la fatigue d'Amy semblait plus profonde, comme si elle s'enfonçait jusque dans ses os. « Oh, salut Bella !» parvint Amy avec un faible sourire. « Tu es sortie tôt aujourd'hui, le bus arrive dans 5 minutes, » dit Bella en s'alignant à côté d'elle. Elle remarqua comment les mains d'Amy tremblaient légèrement en tenant Noah. Il grandit trop vite. Amy baissa les yeux sur son fils et quelque chose traversa son visage. L'amour mêlé à la peur, la fierté entremêlée de désespoir. Oui, il grandit trop vite, tout se passe trop vite. Elles atteignirent la porte de Madame Peterson et Amy hésita avant de frapper. Dans ce bref instant, Bella vit tout, le poids de la responsabilité écrasant une fille trop jeune pour le porter, l'amour pour un bébé pour lequel elle n'était pas prête, et l'absence de parents qui auraient dû être là pour l'aider. « Amy, dit doucement Bella, si jamais tu as besoin d'aide. » La porte s'ouvrit avant qu'elle ne puisse finir. Madame Peterson, une enseignante retraitée aux cheveux argentés et aux yeux bienveillants, leur sourit à toutes les deux. « Bonjour les filles, et bonjour à toi, petit Noah. » Alors qu'Amy remettait le bébé et son sac de couche, Bella remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Le body de Noah était mis à l'envers et ses joues paraissaient plus creuses qu'elles ne devraient l'être. Un nœud se forma dans son estomac, le même qu'elle ressentait avant les grands examens à l'école. Le klaxon du bus retentit au loin et les deux filles sursautèrent. « Nous allons être en retard, » dit Amy, se tournant déjà vers la rue. « Merci encore, Madame Peterson. » Bella regarda Amy s'éloigner en hâte, les épaules voûtées contre plus que le froid du matin. Au loin, elle pouvait entendre Madame Peterson consoler Noah, entendre la porte se refermer sur les gémissements du bébé. Le nœud dans son estomac se resserra. Quelque chose n'allait pas. Et Bella Rodriguez, 9 ans, trop perspicace pour son âge, savait qu'elle devrait faire quelque chose, même si elle ne savait pas encore quoi faire. Pas encore. La première fois que Bella s'était faufilée jusqu'à l'appartement d'Amy par l'escalier de secours, son cœur battait si fort qu'elle pensait qu'il allait éclater de sa poitrine. Ce n'était pas l'ascension de 4 étages qui lui faisait peur, elle grimpait depuis qu'elle savait marcher, c'était le poids de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Elle se souvenait encore du moment qui l'avait poussée à agir. C'était il y a 3 jours, lorsqu'elle avait trouvé Amy en pleurs dans le cage d'escalier, une boîte de lait infantile à moitié vide serrée dans ses mains tremblantes. « Je ne peux pas en acheter d'autres avant le jour de paix », avait murmuré Amy, plus pour elle-même que pour Bella. « Il a toujours tellement faim maintenant », alors qu'elle se tenait en équilibre sur la grille métallique de l'escalier de secours. Bella sortit du sac à dos le manuel de soins infirmiers de rechange de sa mère, qu'elle avait emprunté à la bibliothèque pendant que sa mère dormait entre 2 gardes, se disant que ce n'était pas vraiment du vol si elle comptait le rendre. Les pages étaient déjà usées aux sections sur les soins et l'alimentation des nourrissons. Par la fenêtre, elle pouvait voir Amy faire les 100 pas avec Noah. Les cheveux de la mère adolescente étaient attachés en un chignon désordonné, avec des racines foncées transparaissant dans son blond décoloré. Elle portait le même sweatshirt de Bridgeport High qu'elle avait eu hier et probablement la veille. Bella tapa doucement sur la vitre. Amy se retourna en serrant Noah un peu plus fort. Lorsqu'elle reconnut Bella, ses épaules s'affaissèrent de soulagement. Elle s'avança vers la fenêtre et l'ouvrit d'une seule main, équilibrant Noah sur sa hanche. « Bella, que fais-tu là-dehors ?»« J'ai amené de l'aide, » dit Amy. Bella grimpa par la fenêtre avec une aisance pratiquée, sortit le manuel de soins ainsi que 2 bananes et un sandwich au beurre de cacahuète de son déjeuner. Les yeux d'Amy se remplirent de larmes. « Tu n'as pas besoin, je veux ?» Bella interrompit en posant son sac à dos. L'appartement était petit, plus petit que le sien. En bas, la vaisselle remplissait l'évier et les manuels scolaires étaient éparpillés sur la table basse, aux côtés de boîtes de lait infantile vides et de bouteilles sales. « Je sais des choses sur les bébés, ma mère est infirmière et je lis beaucoup. » Noah gémissait et Amy le berçait automatiquement, un geste qui paraissait épuisant. « Je suis censé connaître des choses sur les bébés aussi, je suis sa mère. » Sa voix se brisa sur le dernier mot, « Mais je ne sais rien, ma mère, elle n'est jamais là, et papa. » Elle s'interrompit, la douleur traversant son visage. Bella pensa au père d'Amy, aux rares fois où elle l'avait vu venir, comment il restait dans le couloir au lieu d'entrée, comment sa nouvelle épouse attendait dans leur voiture coûteuse en bas, le moteur en marche, comment il partait après 10 minutes, les épaules raides de déception. « Ici, Bella, » dit-elle en ouvrant le manuel de soins, « d'abord, nous devons vérifier si Noah reçoit assez de lait infantile. Le livre dit qu'on peut le déterminer par ses couches et son poids. »
Amy s'affaissa sur le vieux canapé, toujours en train de bercer Noah. On le pèse à la clinique, mais j'ai manqué le dernier rendez-vous, je n'ai pas pu décrocher du travail et le bus. Nous pouvons le peser ici, dit Bella avec assurance. Mon professeur nous a montré comment fabriquer une balance en cours de sciences, il suffit d'une règle et de quelques objets pour l'équilibrer. Pendant l'heure suivante, Bella et Amy travaillèrent ensemble, elles pesèrent Noah à l'aide de la balance de fortune de Bella, comparèrent ses mesures de lait infantile aux recommandations du livre, et Bella montra à Amy comment stériliser les biberons en utilisant simplement une casserole d'eau bouillante, quelque chose qu'elle avait appris d'une vidéo YouTube. « Tu es vraiment incroyable », dit doucement Amy pendant qu'elle donnait le biberon à Noah. « Comment sais-tu tout cela ?» demanda Bella en haussant les épaules, observant les petites mains de Noah agripper le biberon. « Je dois beaucoup prendre soin de moi. Maman travaille très dur, mais elle ne peut pas être souvent à la maison, alors j'ai appris à faire les choses. » Amy resta silencieuse un moment, regardant son fils. « Ma mère travaille maintenant au centre commercial, dans un magasin différent tous les quelques mois, parfois, elle ne rentre pas pendant des jours, et quand elle le fait. » Amy avala difficilement, « Elle dort juste ou pleure, ou les deux. »« Et ton père ?» demanda Bella doucement, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. « Il a sa nouvelle famille, » dit Amy d'une voix plate, « sa femme parfaite et leur maison parfaite à Hartford, il envoie parfois de l'argent. » Mais elle regarda autour de l'appartement, les papiers peints qui s'écraclaient et la seule lampe avec son abat-jour de travers. Ce n'est jamais assez, rien n'est jamais assez. Noah finit son biberon et Amy le souleva sur son épaule en lui tapotant le dos de la manière que Bella lui avait montré. Le soleil se couchait dehors, projetant de longues ombres sur le sol de l'appartement. « Je devrais y aller, » dit Bella en rassemblant ses affaires. « Maman sera bientôt réveillée. » Amy attrapa sa main. « Tu reviendras ?» Bella serra sa main. « Demain, j'apporterai plus de nourriture et nous pourrons essayer de préparer cette recette de purée pour bébé du livre. Noah est assez grand pour des fruits mous maintenant. » Cette nuit, allongée dans son lit, Bella pouvait entendre Noah pleurer à nouveau, mais cette fois, ses pleurs étaient différents, moins désespérés, plus que de simples caprices normaux d'un bébé. Elle entendit aussi la voix d'Amy, plus forte qu'auparavant, chantant une berceuse légèrement faux. Bella sourit dans l'obscurité, serrant contre sa poitrine le manuel de soins de sa mère. Elle faisait quelque chose de bien, quelque chose d'important, elle aidait. Elle ne savait pas alors à quel point cette aide serait nécessaire dans les semaines à venir, ne savait pas que la mère d'Amy disparaîtrait pendant de longues périodes, que le père d'Amy cesserait complètement d'envoyer de l'argent, ne savait pas que Noah commencerait à refuser ses biberons, que les yeux d'Amy deviendraient de plus en plus distants chaque jour. Mais pour l'instant, dans le calme de sa chambre, Bella Rodriguez se sentait comme une super-héroïne, un ange gardien secret en basket. Et Tress, veillant sur une mère adolescente et son petit garçon, une petite gentillesse à la fois. Au-dessus d'elle, la berceuse continuait, légèrement faux mais pleine d'amour, flottant à travers les murs fins comme une promesse qui serait bientôt mise à l'épreuve d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Novembre apporta une obscurité précoce et un froid glacial à Bridgeport. Dans l'appartement d'Amy, le radiateur soufflait faiblement face au froid et les pleurs de Noah semblaient résonner plus fort dans les ombres grandissantes. Bella se tenait dans la cuisine d'Amy, réchauffant un biberon dans une casserole d'eau chaude, tout en essayant d'ignorer les signes croissants de crise autour d'elle. Le réfrigérateur ne contenait qu'une cruche de lait à moitié vide et quelques yaourts périmés, et les factures s'entassaient sur le comptoir, leur tampon rouge de « dernier avis » visible même d'où elle se tenait. « Amy » appelait-elle en testant la température du lait infantile sur son poignet, comme l'indiquait le livre. Les biberons étaient prêts, mais aucune réponse ne vint de la chambre. L'estomac de Bella se serra, comme s'il se resserrait de plus en plus ces derniers temps. Elle se déplaça silencieusement dans le court couloir, tenant fermement le biberon de Noah dans ses petites mains. Amy était allongée, recroquevillée sur son lit défait, toujours vêtue de son uniforme de dîner d'hier. Noah était à côté d'elle, enveloppé dans une fine couverture, ses yeux ouverts mais anormalement calmes. Lorsque Bella toucha l'épaule d'Amy, la adolescente se réveilla en sursaut. « Quoi ? Quelle heure est-il » Amy se redressa trop rapidement, chancela légèrement. « Oh mon Dieu, personne n'a besoin de son biberon, je l'ai ici, » dit Bella doucement en le tendant, « mais Amy, tu as encore manqué l'école aujourd'hui. » Amy prit le biberon de main tremblante, son vernis à ongles ébréchés, ses ongles rongés jusqu'au vif. « Je ne pouvais tout simplement pas aujourd'hui, tout est tellement lourd. » Bella même, respirer semblait lourd, tandis qu'Amy nourrissait Noah.
Bella remarqua à quel point son body lui allait désormais lâchement, ses joues, autrefois rebondies par la graisse de bébé, étaient devenues creuses. Elle pensa au tableau de développement des bébés qu'elle avait mémorisé dans les livres de sa mère. Les bébés de 6 mois sont censés prendre du poids, pas en perdre. « Est-ce que ta mère est rentrée à la maison ?» demanda Bella, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. « Elle n'est pas là depuis presque 2 semaines, ajouta Amy d'un rire cassant. Elle avait laissé un mot cette fois, disant qu'elle avait trouvé un nouvel emploi à Hartford et qu'elle restait chez une amie jusqu'à ce qu'elle reçoive son premier chèque de paie. Sa voix se fit presque un chuchotement. Elle disait toujours cela, mais elle ne revenait jamais avec de l'argent, ne revenait jamais mieux. Noah détourna son visage du biberon après seulement quelques gorgées. Amy tenta de le convaincre, ses gestes devenant de plus en plus désespérés. « S'il te plaît, bébé, mange, s'il te plaît, maman ne peut pas se permettre de gaspiller le lait infantile, s'il te plaît. » Bella observa les faibles tentatives de Noah pour repousser le biberon, se souvenant avoir lu à propos de l'échec à s'épanouir dans les livres médicaux de sa mère. Ces mots, d'abord académiques, puis cliniques, la terrifiaient désormais. « Peut-être devrions-nous appeler ton père », suggéra prudemment Bella, juste pour « non ». La voix d'Amy se brisa, laissant entendre clairement ce qu'il avait dit lorsque sa femme avait affirmé qu'il ne pouvait pas avoir une adolescente enceinte pour ne pas ruiner leur réputation. « Je dois faire face aux conséquences de mes choix. » Elle baissa les yeux sur Noah, des larmes glissant sur ses joues, comme s'il n'était qu'une conséquence, comme s'il n'était pas la meilleure chose que j'ai jamais faite, même si je le ruine, le ruine. « Tu ne ruines rien, » dit fermement Bella en s'asseyant à côté d'eux sur le lit. « Tu as juste besoin d'aide. » La voix d'Amy était à peine audible, « Je suis la mère, je suis censée savoir quoi faire. » À travers les murs fins, on pouvait entendre le journal télévisé du soir sur la TV de Madame P en bas, le prévisionniste avertissant d'une tempête d'hiver imminente. Bella pensa à sa mère, qui travaillait un autre double service à l'hôpital, et à la façon dont les tempêtes amenaient toujours plus de patients aux urgences. « Je dois aller travailler », dit soudainement Amy en se levant, vacillant à nouveau, se rattrapant contre le pied de lit. Après mon service tardif au dîner, ils ont dit, si je manque un autre service. Mais Noah, Madame Peterson est chez sa sœur ce soir, il y a une urgence familiale. Amy se déplaçait maintenant dans la pièce de manière mécanique et distante, comme une poupée aux piles mourantes. Il ira bien pendant quelques heures, il dort la plupart du temps de toute façon. Des cloches d'alarme retentirent dans l'esprit de Bella. Amy, tu ne peux pas le laisser seul, il est malade, il a besoin d'eux. Je sais ce dont il a besoin, cria Amy, faisant sursauter Noah qui se mit à émettre de faibles gémissements. Elle s'effondra immédiatement, glissant le long du mur jusqu'au sol. Je sais ce dont il a besoin, du lait infantile. Nous ne pouvons pas nous permettre des médecins, nous ne pouvons pas payer pour des parents qui se soucient vraiment de lui, dit-elle entre sanglots, des parents qui ne sont pas brisés, comme moi. Bella resta figée, son esprit de 9 ans courant à travers des options qui n'auraient pas dû être les siennes à envisager. Elle pouvait le dire à sa mère, mais cela signifierait admettre qu'elle s'était faufilée dans l'appartement d'Amy pendant des semaines. Elle pouvait appeler Madame Peterson, mais elle faisait déjà face à sa propre crise familiale. Elle pouvait « Je resterai avec lui », s'entendit-elle dire pendant que tu travailles. Amy leva les yeux, son visage, marqué par les larmes, était creux. « Bella, ou tu n'as que 9 ans, je ne peux pas te demander de. »« Tu ne demandes rien, je t'offre ça », essaya Bella de paraître plus confiante qu'elle ne se sentait. « Je sais comment le nourrir, comment le changer, et tu ne seras absente que quelques heures, n'est-ce pas ?» Le silence qui suivit était lourd de tout ce qu'elle savait, mais ne pouvait exprimer. Qu'Amy serait absente plus de quelques heures, que Noah s'aggraverait de jour en jour, que tout se noyait au ralenti. Enfin, Amy se leva en s'essuyant le visage avec la manche de son uniforme. « Je serai de retour pour minuit, il reste une demi-boîte de lait infantile dans le placard, et son médicament de la clinique gratuite se trouve près de l'évier. » Elle toucha le front de Noah de doigts tremblants. Il avait semblé chaud plus tôt, mais nous n'avons plus de thermomètre, je l'ai cassé la semaine dernière, mes mains tremblaient tellement. Bella regarda Amy rassembler ses affaires, remarqua comment son uniforme était désormais lâche là où il avait été serré, alors qu'Amy se dirigeait vers la porte. Bella appela derrière elle, « Amy, promets-moi que tu reviendras. » Amy s'arrêta dans l'encadrement de la porte, sa silhouette sombre contre la lumière du couloir. « Je le promets, » dit-elle, mais sa voix portait quelque chose qui fit se tordre l'estomac de Bella, quelque chose qui ressemblait à un adieu. Après le départ d'Amy, Bella s'assit sur le lit à côté de Noah, écoutant sa respiration laborieuse. Dehors, les premiers flocons d'hiver commencèrent à tomber, dansant devant la fenêtre comme de minuscules étoiles perdues.
Elle ne savait pas alors que ce serait la dernière fois qu'elle verrait Amy pendant 3 jours, ni qu'en moins de 72 heures, elle prendrait la décision la plus difficile de sa jeune vie. Pour l'instant, elle serra simplement la petite main de Noah dans la sienne et murmura « Je prendrai soin de toi. » Promis. La neige tombait plus fort. Quelque part à Hartford, une mère se perdait dans un autre biberon, tandis que dans une maison coûteuse, un père supprimait un autre message vocal inaudible de sa fille. Et dans un petit appartement à Bridgeport, une fillette de 9 ans commençait sa veillée, veillant sur un bébé que personne d'autre ne pouvait surveiller. Les blessures invisibles de leur famille brisée saignaient silencieusement dans la nuit qui s'amassait. Les 72 heures suivantes se déroulèrent comme un cauchemar au ralenti. Amy ne revint ni à minuit, ni le lendemain matin. L'état de Noah se détériora rapidement, sa peau brûlait de fièvre tandis que son petit corps frissonnait. Bella avait commencé à sécher l'école, prétextant à sa mère qu'elle avait un mal de ventre, entre les gardes épuisants de sa mère à l'hôpital et sa propre expertise grandissante en tromperie, maintenir le mensonge était plus facile que cela n'aurait dû l'être. Alors que l'aube se levait le 3e jour, Bella était assise en tailleur sur le sol de la chambre d'Amy, entourée de boîtes de lait infantile vides et des livres médicaux de sa mère. Noah était allongé sur un lit de fortune de couverture à côté d'elle, sa respiration superficielle et rapide. « S'il te plaît, mange, Noah » chuchota-t-elle, essayant encore une fois de le faire prendre le biberon. Le lait infantile était sa dernière tentative, préparé avec la poudre grattée du fond de la dernière boîte. Mélangée à de l'eau qui avait peut-être été trop chaude ou trop froide, ses mains tremblaient trop pour le déterminer désormais. Noah détourna son visage, ses pleurs habituels réduits à de faibles gémissements. Le livre médical était ouvert à côté d'elle, ses descriptions cliniques de déshydratation et de malnutrition défilaient devant ses yeux fatigués. Fontanelle enfoncée. Diminution de la miction. Léthargie. Mauvaise alimentation. Chaque symptôme était une case cochée dans son esprit, avec une terreur grandissante. Elle avait tout essayé, appelé le téléphone d'Amy jusqu'à ce que la messagerie déborde, fouillé dans les tiroirs d'Amy à la recherche de contacts d'urgence, ne trouvant que d'anciennes factures impayées et une photographie chiffonnée de la famille d'Amy d'avant le divorce, où tout le monde souriait, entier, intact. Le bruit d'une clé dans la porte d'entrée fit bondir son cœur. « Amy !» Mais c'était la voix de Madame Peterson qui s'écriait. « Amy, es-tu là ? J'ai essayé de te joindre. » Des pas s'approchèrent de la chambre. Bella resta figée, prise entre se cacher et crier à l'aide, avant de pouvoir décider. Avant qu'elle ne puisse trancher, Madame Peterson apparut dans l'encadrement de la porte, son visage se vidant de sa couleur en observant la scène. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. « Bella, depuis combien de temps es-tu ici ?» La voix de Bella se brisa. « Amy est partie travailler et n'est pas revenue, Noah ne mange pas, il a trop chaud », ajouta Madame Peterson. « J'ai tout essayé d'après les livres, mais il ne mange pas et je ne sais plus quoi faire. » Madame Peterson se précipita, s'agenouilla à côté d'eux, ses mains ridées mais touchèrent le front de Noah. « Il brûle, nous devons l'emmener à l'hôpital immédiatement. »« Mais Amy, ma chérie, ce bébé a besoin d'aide immédiatement. » Madame Peterson tendit la main pour attraper son téléphone, mais Bella lui saisit le bras. « Attends, s'il te plaît, je sais quoi faire. » Un plan se formait dans l'esprit de Bella, né du désespoir et de trop nombreuses séries policières regardées tard la nuit pendant que sa mère travaillait. Le poste de police est à 6 pâtés de maison, ils sauront comment retrouver Amy, ils pourront aider Noah plus vite que d'attendre une ambulance. Madame Peterson hésita. « Bella, tu ne peux pas imaginer de le porter toi-même. »« Je dois, » répondit Bella, enroulant déjà Noah dans sa couverture la plus chaude. « Si nous appelons à l'aide, ils poseront trop de questions, ils pourraient blâmer Amy ou te blâmer toi pour l'avoir gardée, ou blâmer ma mère de ne pas avoir su que j'étais là. » Elle leva les yeux vers Madame Peterson, son jeune visage marqué de détermination. « Je ne suis qu'une gamine. Ils devront m'écouter d'abord avant de décider qui blâmer. » Quelque chose dans la voix de Bella devait convaincre Madame Peterson, qui hocha lentement la tête. « Je vais prévenir, dis-leur que tu arrives. Le détective Taylor travaille ce soir, il a des petits-enfants, il comprendra. » Bella souleva délicatement Noah. Il lui semblait plus léger qu'elle ne s'en souvenait, trop léger pour un bébé de 6 mois. Sa peau brûlait contre son cou alors qu'elle le berçait contre elle. « Prends mon manteau, » dit Madame Peterson en drapant son manteau d'hiver chaud autour des épaules de Bella, alors que la tempête s'intensifiait à la porte. Bella se retourna vers Madame Peterson. « Resteras-tu ici au cas où Amy reviendrait ?» Les yeux de la femme se remplirent de larmes. « Bien sûr, ma chérie, maintenant va vite. »
La tempête frappa Bella comme une force physique lorsqu'elle sortit. La neige tourbillonnait autour d'elle, le vent tranchant à travers le manteau de Madame Peterson. Noah s'agita faiblement contre sa poitrine alors qu'elle commençait à marcher, ses pas crissant dans la neige fraîche. Un pâté de maison, 2 pâtés de maison, le vent se renforçait, mais Bella se pencha dedans, comptant ses pas, se concentrant sur les faibles souffles de Noah contre son cou. 3 pâtés de maison, ses bras faisaient mal, mais elle ne pouvait ajuster sa prise de peur de le laisser tomber. Les lumières du poste de police brillaient au loin, un phare à travers la neige tourbillonnante. 5 pâtés de maison. Noah avait cessé de gémir. Le silence la terrifiait plus que ses pleurs ne l'avaient jamais fait. Le dernier pâté de maison sembla interminable. Lorsqu'elle franchit les portes du poste, elle haletait, les jambes tremblantes d'épuisement. Le sergent de bureau leva les yeux, surpris. « Oh mon Dieu, quelqu'un, appelez le détective Taylor. » Bella se tenait sous les lumières fluorescentes, la neige fondant de ses cheveux, serrant Noah de toutes ses forces, tandis que les gens se pressaient autour d'elle. Elle finit par parler, d'une voix faible mais claire. « Il s'appelle Noah Collins, il a 6 mois, sa mère est amie, elle a 16 ans et elle est portée disparue, et elle a besoin d'aide aussi, s'il vous plaît, aidez-les tous les deux. » Puis le détective Marcus Taylor arriva, son visage sombre marqué par l'inquiétude, alors qu'il prenait doucement Noah de ses bras, pendant que le bébé était emporté en urgence par les ambulanciers. Bella se permit enfin de pleurer, de violents sanglots qui secouèrent tout son corps. « Tu as bien fait, ma petite » dit doucement le détective Taylor en enveloppant ses épaules d'une couverture chauffante. « Tu as vraiment bien fait. Maintenant, allons chercher Amy. » Dehors, la tempête faisait rage, mais à l'intérieur du poste, une autre sorte de tempête se préparait, une qui allait changer leur vie à jamais. Le détective Marcus Taylor avait vu beaucoup de choses en 20 ans de service, mais quelque chose dans l'image de Bella Rodriguez, 9 ans, trempée jusqu'aux os, portant toujours son sac à dos d'école, brisa son détachement professionnel. Elle s'assit dans son bureau, enveloppée dans les couvertures de police, ses petites mains tenant une tasse de chocolat chaud que l'officier Chan lui avait apporté. « Commence depuis le début, » dit-il doucement en poussant une boîte de mouchoirs sur son bureau, « raconte-moi tout à propos d'Amy et de Noah. » L'histoire de Bella se déversa en fragments, assemblés entre des gorgées de chocolat chaud et de silencieux sanglots. Elle lui raconta les murs fins entre les appartements, la lutte d'Amy pour nourrir Noah, l'absence de la grand-mère et le père qui s'étaient déchargés de la faute de sa fille. « J'ai essayé d'aider, » murmura-t-elle, la voix brute, « j'ai lu tous les livres, regardé des vidéos sur YouTube, je pensais que si j'essayais assez fort. » Dans la salle d'urgence de l'autre côté de la ville, Noah luttait pour sa vie. Les premiers rapports n'étaient pas bons, déshydratation sévère, malnutrition et une fièvre dangereuse. Taylor avait vu le visage du médecin lorsqu'ils avaient amené le bébé en urgence. Il connaissait ce regard. « Tu as fait plus que tenter, » l'assura Taylor, « tu as sauvé la vie de ce bébé, mais maintenant j'ai besoin de ton aide pour sauver Amy aussi. » « Quand l'as-tu vue pour la dernière fois ? » ?»« Il y a 3 jours. Elle allait travailler au Daniel's Diner sur Canal Street, elle portait son uniforme, le bleu, avec la tache de café sur la manche. Les compétences d'observation de Bella l'impressionnèrent. Elle avait promis qu'elle reviendrait pour minuit. Taylor hocha la tête à l'officier Chin qui partit immédiatement vérifier le dîner. Il se tourna de nouveau vers Bella, remarquant comment ses yeux jetaient des coups d'œil vers la porte de son bureau, comme si elle s'attendait à ce qu'Amy y entre à tout moment. Est-ce qu'Amy a déjà parlé d'endroits où elle pourrait aller, d'amis, de parents ? Bella secoua la tête. Elle a dit que sa mère avait trouvé un emploi à Hartford. Puis elle hésita. « Mais quoi, ma chérie ? » « Ma mère dit toujours cela, mais elle ne revient jamais avec de l'argent, elle revient. » Bella eut du mal à trouver les mots justes, c'est comme si quelque chose en elle était brisé, vide. Taylor reconnut cette description, il l'avait vue maintes fois au cours de sa carrière. Dépression, probablement aussi une addiction, une autre génération transmettant ses blessures. Son téléphone vibra à nouveau, un SMS de Chin, le manager du dîner dit qu'Amy ne s'est pas présenté à son service, on ne l'a pas vu depuis 3 jours. Le nœud dans l'estomac de Taylor se resserra. La mère a 17 ans. Linda, elle est elle-même mineure, 16 ans, corrigea Linda. Ce qui signifie qu'elle est encore mineure, mais elle a laissé un nourrisson seul pendant 3 jours, nous ne pouvons pas ignorer cela. Elle ne l'a pas laissé seule, argumenta Taylor. Elle savait que la petite Rodriguez était là, elle essayait de garder son travail, de maintenir un toit sur leur tête. Où étaient les adultes censés l'aider ? Ce n'est pas la préoccupation de notre service, notre priorité est la sécurité du bébé.
Taylor regarda par la fenêtre de son bureau Bella, assise bien droite dans le fauteuil des visiteurs, essayant tant bien que mal d'être courageuse, une enfant forcée de prendre des décisions d'adulte parce que les adultes de son monde avaient échoué. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre texto de Shane disait « Possible aperçu à la gare routière de Hartford. Une fille correspondant à la description d'Amy a été vue hier, demandant des billets pour New York. » La décision de Taylor se cristallisa « Donne-moi 48 heures, Linda, avant de déposer quoi que ce soit. » Bella souleva soigneusement Noah. Il lui semblait plus léger qu'elle ne s'en souvenait, trop léger pour un bébé de 6 mois. Sa peau brûlait contre son cou alors qu'elle le berçait contre elle. « Prends mon manteau, » dit Madame Peterson en drapant son manteau d'hiver autour des épaules de Bella, alors que la tempête s'intensifiait à la porte. Bella se retourna vers Madame Peterson. « Resteras-tu ici au cas où Amy reviendrait ?» Les yeux de la femme se remplirent de larmes. « Bien sûr, ma chérie, maintenant va vite. » La tempête frappa Bella comme une force physique lorsqu'elle sortit. La neige tourbillonnait autour d'elle, le vent tranchant à travers le manteau de Madame Peterson. Noah s'agita faiblement contre sa poitrine alors qu'elle commençait à marcher, ses pas crissant dans la neige fraîche. Un pâté de maison, 2 pâtés de maison, le vent se renforçait, mais Bella se pencha dedans, comptant ses pas, se concentrant sur les faibles souffles de Noah contre son cou. 3 pâtés de maison, ses bras faisaient mal, mais elle ne pouvait ajuster sa prise, de peur de le laisser tomber. Les lumières du poste de police brillaient au loin, un phare à travers la neige tourbillonnante. 5 pâtés de maison. Noah avait cessé de gémir. Le silence la terrifiait plus que ses pleurs ne l'avaient jamais fait. Le dernier pâté de maison sembla interminable. Lorsqu'elle franchit les portes du poste, elle haletait, ses jambes tremblantes d'épuisement. Le sergent de bureau leva les yeux, surpris. « Oh mon Dieu, quelqu'un, appelez le détective Taylor. » Bella se tenait sous les lumières fluorescentes, la neige fondant de ses cheveux, serrant Noah de toutes ses forces, tandis que les gens se pressaient autour d'elle. Finalement, elle parla, d'une voix faible mais claire. « Il s'appelle Noah Collins, il a 6 mois, sa mère est Amy, elle a 16 ans et elle est portée disparue, et elle a besoin d'aide aussi, s'il vous plaît, aidez-les tous les deux. » Puis le détective Marcus Taylor arriva, son visage sombre marqué par l'inquiétude, prenant doucement Noah de ses bras, pendant que le bébé était emporté en urgence par les ambulanciers. Bella se permit enfin de pleurer, de violents sanglots secouant tout son corps. « Tu as bien fait, ma petite, » dit doucement le détective Taylor en enveloppant ses épaules d'une couverture chauffante. « Tu as vraiment bien fait. Maintenant, allons chercher Amy. » Dehors, la tempête faisait rage, mais à l'intérieur du poste, une autre tempête se préparait, qui allait changer leur vie à jamais. Le détective Marcus Taylor avait vu beaucoup de choses en 20 ans de service, mais quelque chose dans l'image de Bella Rodriguez, 9 ans, trempée jusqu'aux os, portant toujours son sac à dos d'école, brisa son détachement professionnel. Elle s'assit dans son bureau, enveloppée dans les couvertures de police, ses petites mains tenant une tasse de chocolat chaud que l'officier Chan lui avait apporté. « Commence depuis le début, » dit-il doucement en poussant une boîte de mouchoirs sur son bureau, « raconte-moi tout à propos d'Amy et de Noah. » L'histoire de Bella se déversa en fragments, assemblés entre des gorgées de chocolat chaud et de silencieux sanglots. Elle lui raconta les murs fins séparant les appartements, la lutte d'Amy pour nourrir Noah, l'absence de la grand-mère et le père qui s'étaient déchargés de la faute de sa fille. « J'ai essayé d'aider, » murmura-t-elle, la voix brute, « j'ai lu tous les livres, regardé des vidéos sur YouTube, je pensais que si j'essayais assez fort. » Dans la salle d'urgence de l'autre côté de la ville, Noah luttait pour sa vie. Les premiers rapports n'étaient pas bons, déshydratation sévère, malnutrition et une fièvre dangereuse. Taylor avait vu le visage du médecin lorsqu'ils avaient amené le bébé en urgence. Il connaissait ce regard. « Tu as fait plus que tenter, » l'assura Taylor, « tu as sauvé la vie de ce bébé, mais maintenant j'ai besoin de ton aide pour sauver Amy aussi. » « Quand l'as-tu vu pour la dernière fois ? » ?»« Il y a 3 jours. » Elle allait travailler au Daniels Dîner sur Canal Street, elle portait son uniforme, le bleu, avec la tache de café sur la manche. Les compétences d'observation de Bella l'impressionnèrent. Elle avait promis qu'elle reviendrait pour minuit. Taylor hocha la tête à l'officier Chan, qui partit immédiatement vérifier le dîner. Il se tourna de nouveau vers Bella, remarquant comment ses yeux jetaient des coups d'œil vers la porte de son bureau, comme si elle s'attendait à ce qu'Amy y entre à tout moment. Est-ce qu'Amy a déjà parlé d'endroits où elle pourrait aller, d'amis, de parents? Bella secoua la tête. Elle a dit que sa mère avait trouvé un emploi à Hartford. Puis elle hésita. « Mais quoi, ma chérie ?
Ma mère dit toujours cela, mais elle ne revient jamais avec de l'argent, elle revient. Bella eut du mal à trouver les mots justes, c'est comme si quelque chose en elle était brisé, vide. Taylor reconnut cette description, il l'avait vue maintes fois au cours de sa carrière. Dépression, probablement aussi une addiction, une autre génération transmettant ses blessures. Son téléphone vibra à nouveau, un autre texto de Chin disait « Possible aperçu à la gare routière de Hartford. Une fille correspondant à la description d'Amy a été vue hier, demandant des billets pour New York. » La décision de Taylor se cristallisa, « Donne-moi 48 heures, Linda, avant de déposer quoi que ce soit. » Bella souleva délicatement Noah. Il lui semblait plus léger qu'elle ne s'en souvenait, trop léger pour un bébé de 6 mois. Sa peau brûlait contre son cou alors qu'elle le berçait contre elle. « Prends mon manteau, » dit Madame Peterson en drapant son manteau d'hiver autour des épaules de Bella, alors que la tempête s'intensifiait à la porte. Bella se retourna vers Madame Peterson. « Resteras-tu ici au cas où Amy reviendrait ?» Les yeux de la femme se remplirent de larmes. « Bien sûr, ma chérie, maintenant va vite. » La tempête frappa Bella comme une force physique lorsqu'elle sortit. La neige tourbillonnait autour d'elle, le vent tranchant à travers le manteau de Madame Peterson. Noah s'agita faiblement contre sa poitrine alors qu'elle commençait à marcher, ses pas crissant dans la neige fraîche. Un pâté de maison, 2 pâtés de maison, le vent se renforçait, mais Bella se pencha dedans, comptant ses pas, se concentrant sur les faibles souffles de Noah contre son cou. 3 pâtés de maison, ses bras faisaient mal, mais elle ne pouvait ajuster sa prise, de peur de le laisser tomber. Les lumières du poste de police brillaient au loin, un phare à travers la neige tourbillonnante. 5 pâtés de maison. Noah avait cessé de gémir. Le silence la terrifiait plus que ses pleurs ne l'avaient jamais fait. Le dernier pâté de maison sembla interminable. Lorsqu'elle franchit les portes du poste, elle haletait, ses jambes tremblantes d'épuisement. Le sergent de bureau leva les yeux, surpris, « Oh mon Dieu, quelqu'un !» appelait le détective Taylor. Bella se tenait sous les lumières fluorescentes, la neige fondant de ses cheveux, serrant Noah de toutes ses forces, tandis que les gens se pressaient autour d'elle. Finalement, elle parla, d'une voix faible mais claire. « Il s'appelle Noah Collins, il a 6 mois, sa mère est Amy, elle a 16 ans et elle est portée disparue, et elle a besoin d'aide aussi, s'il vous plaît, aidez-les tous les deux. » Puis le détective Marcus Taylor arriva, son visage sombre marqué par l'inquiétude, prenant doucement Noah de ses bras, pendant que le bébé était emporté en urgence par les ambulanciers. Bella se permit enfin de pleurer, de violents sanglots secouant tout son corps. « Tu as bien fait, ma petite » dit doucement le détective Taylor en enveloppant ses épaules d'une couverture chauffante. « Tu as vraiment bien fait. Maintenant, allons chercher Amy. » Les mots de Bella résonnèrent encore dans l'esprit de Taylor alors qu'il regardait par la fenêtre de son bureau, où Bella, assise bien droite dans le fauteuil des visiteurs, tentait d'être courageuse, une enfant forcée de prendre des décisions d'adulte parce que les adultes de son monde avaient échoué. Puis son téléphone vibra à nouveau avec un texto de Chin, possible aperçu à la gare routière de Hartford. Une fille correspondant à la description d'Amy a été vue hier, demandant des billets pour New York. La décision de Taylor se cristallisa enfin. « Donne-moi 48 heures, Linda, avant de déposer quoi que ce soit. Pour la trouver et connaître toute l'histoire, la tempête s'aggrave, il ferme les autoroutes, alors je ferai mieux de me dépêcher. » Il regagna son bureau. « Bella, je dois aller chercher Amy, l'officier Martinez te raccompagnera chez ta mère. » Bella se leva si rapidement qu'elle faillit renverser son chocolat chaud. « Non, s'il te plaît, laisse-moi t'aider. Je connais Amy, je sais comment elle pense. Et si tu la trouves et qu'elle a peur, elle me fera confiance. » Taylor commença à refuser, après tout, elle n'était qu'une enfant, mais quelque chose dans ses yeux l'arrêta, la même détermination qui l'avait poussé à traverser une tempête de neige en portant un nourrisson malade. « Ta mère doit d'abord savoir où tu es, » dit-il fermement, « et toi, reste dans la voiture avec l'officier Chin pendant que je fais des recherches. D'accord ?» Bella hocha la tête solennellement. « D'accord. » Alors qu'il se préparait à partir, Taylor regarda Bella sortir quelque chose de son sac à dos, un manuel médical usé. « À quoi ça sert ?» demanda-t-il. « Au cas où nous trouverions Amy. » Bella répondit simplement, elle a besoin de savoir que ce n'est pas de sa faute. Le livre dit que la dépression postpartum est une maladie réelle, comme avoir une jambe cassée, sauf que c'est ton cœur qui est brisé. Taylor sentit son propre cœur se fissurer un peu. « Tu es vraiment exceptionnelle, gamine, tu sais. » Bella serra le livre contre elle encore plus fort. « Nous devons nous dépêcher, Amy est quelque part dehors et son cœur est brisé. »
Nous devons la trouver avant que le froid ne s'installe trop profondément. Ensemble, ils sortirent dans la tempête à la recherche d'une fille perdue qui n'était guère plus qu'une enfant elle-même, tandis que, de l'autre côté de la ville, un bébé se battait pour survivre, et qu'ailleurs, entre Hartford et New York, une mère adolescente portait son propre cœur brisé à travers l'obscurité grandissante. La neige tombait plus fort, recouvrant leurs traces, mais Bella Rodriguez avait déjà appris la leçon la plus importante de sa jeune vie. Parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire, c'est simplement refuser de lâcher prise. La tempête de neige avait transformé le terminal de bus de Hartford en un labyrinthe de blanc, les projecteurs créant des auréoles dans la neige tourbillonnante. La voiture non marquée du détective Taylor s'avançait à pas feutrés dans le parking presque désert, les essuie-glaces luttant vainement contre l'accumulation. Bella pressa son visage contre la vitre arrière, scrutant chaque silhouette entassée à la recherche d'un uniforme familier du Blue Dîner. L'officier Chan était assis à côté d'elle, partageant son attention entre les alertes météo sur son téléphone et l'enfant qui refusait d'abandonner. Le terminal ferme dans 20 minutes, rapporta Chan. Le dernier bus pour New York est parti il y a 1 heure. Taylor se gara dans un emplacement près de l'entrée. Bella, souviens-toi de notre accord. Tu restes dans la voiture avec l'officier Chan, sans discussion. Je vais d'abord vérifier à l'intérieur, puis nous essaierons les refuges de Webster Street. Alors que Taylor sortait dans la tempête, son téléphone sonna, c'était l'hôpital. Il répondit rapidement, se détournant de la voiture pour que Bella ne voie pas son expression. Détective Taylor, Monsieur Noah Collins demande sa mère. La voix de l'infirmière était douce mais pressante. Il est devenu agité, nous avons dû le sédater 2 fois dans son état pour le maintenir stable. Je suis proche de la trouver, je le sens, dit Taylor avant de raccrocher et de se diriger vers l'entrée du terminal, par les portes vitrées. Il pouvait voir une poignée de voyageurs bloqués, éparpillés sur les bancs de la salle d'attente, sans aucun signe d'amis. Puis il remarqua le panneau des toilettes. Les toilettes pour femmes se trouvaient dans le coin le plus éloigné, leur lumière fluorescente bourdonnant faiblement. Taylor frappa à la porte. « Police, y a-t-il quelqu'un ici ?» Sans réponse. Il était sur le point d'appeler une officier féminine quand il entendit, étouffé, un « salaud ». « Amy Collins, c'est le détective Taylor. Bella Rodriguez m'a envoyé. » Le salaud fut interrompu, puis des pas silencieux s'approchèrent de la porte. Celle-ci s'ouvrit juste assez pour révéler un visage pâle et tiré, son uniforme bleu du dîner froissé et taché. « Noah ?» Sa voix se brisa, « Il est vivant, il est à l'hôpital et il a besoin de sa mère. » Les jambes d'Amy fléchirent, mais Taylor la rattrapa avant qu'elle ne tombe au sol et la déposa doucement sur un banc à proximité. Elle avait elle-même une fièvre brûlante, ses vêtements trempés par la neige. « Je n'ai pas pu le faire, » murmura-t-elle. « Je n'ai pas pu monter dans le bus. Je n'arrêtais pas de penser à lui, à comment il se sent quand je le tiens, à son odeur après son bain. » Elle leva les yeux vers Taylor, ses yeux vitreux, « J'ai 16 ans. Je n'ai même pas pu garder mon bébé en vie. Quel genre de mère cela fait-il de moi ? » « Le genre qui a besoin d'aide, » dit fermement Taylor, « le genre qui mérite de l'aide. » Un tumulte derrière eux les fit se retourner tous les deux. Bella avait rompu sa promesse en courant à travers le terminal avec l'officier Chan à ses trousses, elle s'arrêta net devant Amy, le manuel médical serré contre sa poitrine. « Amy, Bella, » lança-t-elle en brandissant le livre, ouvert à une page marquée, « Regarde, ce n'est pas de ta faute. Ça s'appelle la dépression postpartum. C'est une véritable maladie, comme lorsqu'une jambe se casse, sauf que c'est ton cœur qui est brisé. Mais les choses brisées peuvent être réparées. Il suffit d'avoir des médecins, du temps et des gens qui se soucient de toi. » Amy serra Bella dans une étreinte féroce, toutes deux en larmes. « Maintenant, je suis tellement désolée, je suis vraiment, vraiment désolée. Personne n'a besoin de toi. » Bella murmura contre l'épaule d'Amy, « Il est tombé malade, mais les médecins l'aident. Ils peuvent t'aider toi aussi. » Taylor observa la scène se dérouler, pensant à sa propre fille, désormais adulte avec ses propres enfants, et à quel point être parent est déjà difficile avec du soutien, et presque impossible sans. « Amy, » dit-il doucement, « nous devons t'emmener à l'hôpital, tant pour Noah que pour toi, mais je veux que tu saches une chose, tu n'es plus seul, nous allons résoudre ça ensemble. » Amy hocha la tête, trop épuisée pour parler, tandis que Taylor l'aidait à monter dans la voiture et que Bella marchait près d'eux. Il prenait déjà des notes mentales, passait des coups de fil, tirait des ficelles pour mobiliser des ressources afin de coordonner le retour à Bridgeport, un trajet lent et périlleux. Sur la banquette arrière, Amy sombrait entre conscience et inconscience, la tête reposant sur l'épaule de Bella.
Le manuel médical était ouvert sur les genoux de Bella, son petit doigt traçant les mots comme s'ils étaient une carte vers la guérison. À l'hôpital, tout se passa rapidement. Amy fut admise avec une fièvre dangereuse et une grande fatigue, et Noah, en entendant la voix de sa mère, s'installa enfin dans un véritable sommeil. Les travailleurs sociaux se regroupaient avec les médecins pour discuter des plans de traitement et des services de soutien. Taylor retrouva Bella dans la salle d'attente, montrant enfin des signes de sa propre fatigue. « Ta mère est en route » lui dit-il. Elle était assez inquiète lorsqu'elle est rentrée et a découvert où tu étais passé. Bella leva les yeux vers lui, son jeune visage sérieux. « Est-ce qu'ils vont nous enlever Noah ?» Taylor s'assit à côté d'elle. « Pas si je peux y faire quelque chose. Amy a besoin de traitement, de soutien et de temps pour guérir, mais elle aime ce bébé et aime une médecine puissante en soi, comme dans le livre. » Bella hocha la tête. « Il est écrit que la guérison commence lorsque tu n'es plus seul. » À travers la vitre de la salle d'attente, il pouvait voir que la neige tombait encore, mais plus doucement, moins avec colère, comme si la tempête elle-même avait épuisé sa fureur et était prête à se reposer. « Tu sais ce que dit encore le livre ?» demanda Bella, d'une voix qui se faisait somnolente. « Il dit que parfois, les anges se présentent sous des formes inattendues, comme de petites filles avec des manuels médicaux et des policiers qui n'abandonnent pas. » Taylor sourit en drapant son manteau sur elle pendant qu'elle s'endormait enfin, et murmura parfois. Il se présente sous la forme de jeunes mères qui trouvent la force de rentrer chez elles. Dehors, la tempête commença à se dissiper, révélant des étoiles qui avaient toujours été là, attendant de guider les cœurs perdus vers la maison. Le service de pédiatrie de l'hôpital Saint-Vincent était en effervescence avec une énergie différente. 2 semaines après la tempête, Maria Rodriguez se tenait à la station des infirmières, passant en revue les dossiers de Noah avec un investissement personnel nouveau. Son comportement professionnel habituel se fissurait à chaque coup d'œil vers la chambre 412, où sa fille était assise en lisant à Amy et Noah. Il a pris encore 4 kilos, nota-t-elle au docteur Sarah Chin, et sa réaction à l'alimentation s'est nettement améliorée. Le docteur Chin acquiesça, mais son attention se portait sur la scène à travers la fenêtre. Les mères faisaient également des progrès remarquables. Le programme intensif était exactement ce dont elle avait besoin. À l'intérieur de la chambre, Bella avait troqué le manuel médical de sa mère contre « Bonne nuit, Lune », sa voix se propageant faiblement à travers la porte tandis qu'elle lisait à sa famille atypique. Amy était assise dans le fauteuil à bascule à côté du berceau de Noah, paraissant plus forte malgré les ombres persistantes sous ses yeux. L'équipe psychiatrique l'avait diagnostiquée avec une dépression post-partum sévère, compliquée par des traumatismes d'enfance, mais grâce aux médicaments et à une thérapie quotidienne, elle retrouvait lentement le chemin de soi. Le détective Taylor frappa doucement avant d'entrer dans la chambre, portant une pile de papiers et ce qui ressemblait, de manière suspecte, à d'autres livres pour enfants. « Comment va notre patiente vedette aujourd'hui » demanda-t-il en posant les livres de côté, souriant. « Ce matin » dit Amy, sa voix laissant transparaître un soupçon de son ancienne clarté, un vrai sourire, pas seulement un rictus. L'infirmière commenta, « C'est un bon signe. » Taylor tira une chaise, avec une expression sérieuse mais bienveillante, déclara « J'ai quelques nouvelles plutôt bonnes, dans l'ensemble, mais nous devons parler des prochaines étapes. » Bella referma immédiatement son livre, alerte. « As-tu trouvé la mère d'Amy » ? « Oui, répondit Taylor, la mâchoire se serrant légèrement. Elle est dans un centre de réadaptation à Hartford depuis la tempête. Elle veut s'améliorer pour vous deux. » Les mains d'Amy tremblaient légèrement alors qu'elle ajustait la couverture de Noah. « Et mon père, il a accepté d'aider pour les factures médicales et les versements de soutien, même s'il... » Taylor choisit ses mots avec précaution, encore en train de gérer ses propres problèmes, mais ce n'est pas la nouvelle la plus importante. Il sortit alors les papiers. « Le juge de la cour pour mineurs a examiné ton dossier ce matin, étant donné ton âge et tes circonstances, et, compte tenu des mesures que tu prends pour ton traitement, il a été statué que Noah pouvait rester sous ta garde, sous certaines conditions. » Les yeux d'Amy se remplirent de larmes. « Vraiment ? Ils ne le prennent pas ? » ?»« Non, ils ne le prennent pas, mais il y a des exigences. » Taylor commença à expliquer. « Tu devras poursuivre ton traitement, d'abord en hospitalisation puis en ambulatoire, tu auras des visites régulières des services sociaux, et... » Il sourit. « Tu auras besoin d'une situation de vie stable avec une supervision adulte appropriée. » Maria entra dans la pièce, ses chaussures d'infirmière grinçant légèrement sur le linoléum, et déclara « C'est pourquoi j'aimerais t'offrir notre chambre d'amis. » Tout le monde se tourna vers elle. Les yeux de Bella s'illuminèrent d'espoir. « Maman, j'ai déjà parlé à l'administration de l'hôpital pour ajuster mes horaires. »
Maria continua. Entre moi et Madame Peterson, nous pouvons garantir une supervision adéquate pour Noah et pour toi, Amy, pendant que tu termines tes études et poursuis ton traitement. Ce n'est pas de la charité, ajouta-t-elle rapidement, voyant l'expression d'Amy, tu contribueras ce que tu pourras quand tu pourras, et tu te concentreras sur ta guérison et ton diplôme. Amy semblait dépassée. Je ne peux pas, c'est trop? Ce n'est pas trop, dit fermement Bella, c'est ce que fait la famille, et nous sommes maintenant une famille, n'est-ce pas? Le détective Taylor observa Amy s'effondrer tandis que Maria enveloppait les deux filles dans une étreinte vigoureuse, et Noah sortait de son berceau, comme pour donner son approbation. Il pensa à tous les cas qu'il avait vus aller autrement, à toutes les familles brisées qui restaient ainsi parce que personne n'était intervenu à temps. Il y a une chose de plus, dit-il en sortant un dernier document. Le département lance un nouveau programme de mentorat pour les jeunes, en partenariat avec les écoles locales. Nous aimerions que Bella soit notre première conseillère par les pairs. Bella releva les yeux de l'étreinte, ses yeux brillants. Vraiment, ton intuition nous a aidés à comprendre la situation d'Amy d'une manière qu'aucun adulte n'aurait pu. Nous pensons que d'autres enfants pourraient s'ouvrir à quelqu'un comme toi, quelqu'un qui sait ce que c'est que de porter des soucis d'adulte tout en restant un enfant. Maria caressa doucement les cheveux de sa fille. Moi, toujours la gardienne inébranlable, veillant sur les autres. Taylor ajouta rapidement, et avec une formation appropriée, plus de missions d'évacuation secrète. Ils rirent tous, leur joie se mêlant aux gazouillis heureux de Noah à l'extérieur de la fenêtre. La lumière de fin février inonda la salle, projetant des motifs chaleureux sur le sol de l'hôpital. La tempête était passée, laissant derrière elle non seulement des destructions, mais aussi les germes de quelque chose de nouveau, une famille de fortune forgée dans la crise, une communauté éveillée à ses responsabilités, et une petite fille découvrant que parfois, les plus grands changements commencent par les plus petits actes de gentillesse. Alors, devrions-nous finir l'histoire? Noah aime la partie concernant la petite maison, dit Bella en reprenant « Bonne nuit, Lune ». Alors qu'elle commençait à lire, d'une voix claire et forte, le détective Taylor se glissa discrètement dehors, les laissant à leur nouveau départ. Dans sa poche, son téléphone vibrait avec d'autres dossiers, d'autres crises, d'autres familles dans le besoin. Mais pour l'instant, dans la chambre 412, la guérison s'opérait, page après page, sourire après sourire, une famille se recomposant d'une manière que personne n'avait prévue. Le printemps arriva à Bridgeport avec la persistance des mauvaises herbes poussant à travers les fissures du trottoir. L'appartement du 3e étage du foyer Rodriguez-Collin, comme Bella avait fièrement étiqueté leur boîte aux lettres, bourdonnait de l'organisation chaotique de la vie de famille. Amy se tenait au comptoir de la cuisine, préparant du lait en poudre tout en révisant pour son examen du GED. Ses flacons de médicaments étaient disposés soigneusement à côté d'un calendrier marqué de rendez-vous de thérapie et des bilans de Noah. Chaque flacon représentait une étape de son cheminement vers la guérison, n'étant plus une source de honte, mais des outils de rétablissement. La formule quadratique est négative B plus ou moins, marmonna-t-elle, puis fut surprise quand le cri joyeux de Noah déchira l'air. Désolé, appela Bella depuis le salon, où elle menait ce qu'elle appelait des recherches sur le « Tummy Time » avec sa plus jeune cas d'études, qui venait de se retourner tout seul. Depuis qu'elle était devenue la conseillère vedette du programme de mentorat pour les jeunes, Bella avait abordé son rôle avec une détermination caractéristique. Son sac à dos ne contenait plus seulement des livres scolaires, mais aussi un carnet rempli d'observations minutieuses sur le développement de l'enfant et les dynamiques familiales, documente tout. Comme le détective Taylor lui avait appris, tu ne sais jamais quel détail pourrait aider une autre famille. Noah poussa de nouveau un cri joyeux alors que Bella lui faisait des grimaces. À 9 mois, il atteignait enfin ses étapes de développement, ses précédentes difficultés de santé n'étant visibles que par l'attention supplémentaire portée à ses courbes de croissance. La porte de l'appartement s'ouvrit et Maria entra, toujours en blouse d'infirmière mais arborant un sourire fier, tandis que des célébrations éclataient pour sa promotion en tant que chef du service de pédiatrie. Amy serrait Maria dans ses bras en essayant de ne pas renverser le lait en poudre, Bella faisait une danse de la victoire qui faisait rire Noah, et Madame Peterson apparut à leur porte avec son insigne anti-stress habituel, un gâteau à la cannelle, juste à temps. « Je viens de recevoir mes résultats à l'examen blanc », dit Amy en serrant la vieille dame dans ses bras. Elle sortit un papier de ses documents d'études, le grand 92 en rouge se détachait comme un insigne d'honneur. « Je savais que tu pouvais le faire. » Madame Peterson rayonnait. « Je savais que tu serais une mère merveilleuse une fois que tu aurais reçu le soutien dont tu avais besoin. » Les yeux d'Amy s'embuèrent alors qu'elle regardait Noah, qui tentait désormais de ramper vers le gâteau. « Je n'aurais rien pu faire sans vous tous. »
En parlant de soutien, dit Maria en sortant une enveloppe de son sac, ceci vient de ton père aujourd'hui. La pièce devint silencieuse. Amy prit l'enveloppe, les mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait non seulement le chèque de soutien mensuel, mais aussi une lettre qu'elle lut en silence, les larmes coulant librement. Maintenant, il veut rencontrer Noah, murmura-t-elle. Il dit qu'il a parlé à son thérapeute de son propre père, de briser les cycles. Elle leva les yeux vers sa famille choisie. Qu'en penses-tu? Je pense, dit Bella avec la sagesse qui était devenue sa marque de fabrique, que la guérison est comme un grand puzzle. Parfois, on trouve des pièces dans des endroits inattendus. Maria acquiesça, nous serons tous là, moi, Vita, quoi que tu décides. Le moment fut interrompu par un coup à la porte. Le détective Taylor se tint là, à la fois désolé et déterminé. Désolé d'interrompre ce moment en famille, mais j'ai besoin de ma conseillère vedette. Nous avons une situation au collège. Un adolescent de 13 ans montre des signes d'anxiété sévère, et sa famille est dans le déni. Tu penses être à la hauteur, Bella? Bella avait déjà tendu la main vers son carnet, mais elle s'arrêta pour embrasser le front de Noah. Garde-moi un peu de gâteau, s'il te plaît, promis toujours ami, et Bella ajouta, merci pour tout. Ces mots portaient le poids de leur parcours commun, de gardienne secrète à sœur, de la crise à la famille, du brisé à la guérison. Alors que Bella partait avec le détective Taylor, elle entendit les rires joyeux de Noah se mêler au son de sa famille partageant gâteaux et rêves, la brise printanière portant le parfum de nouveaux départs à travers la fenêtre ouverte. Et quelque part dans la ville, un autre enfant attendait que quelqu'un remarque sa douleur, qu'on tende la main avec compréhension au lieu de jugement. Elle ouvrit son carnet à une nouvelle page, prête à aider à écrire une autre histoire de guérison, un détail à la fois. Un an jour pour jour après la tempête de neige, le détective Marcus Taylor était assis à son bureau, passant en revue un dossier devenu épais de mise à jour, de rapports d'avancement et de petites victoires. Une photographie encadrée occupait désormais une place d'honneur à côté de son ordinateur, la première fête d'anniversaire de Noah, et toute la famille de fortune rayonnait devant l'appareil photo. Son téléphone vibra avec un texto d'ami, en route avec l'invité d'honneur, Bella est déjà là. Il sourit en fermant le dossier. La salle de conférence du centre communautaire était prête pour l'événement du jour, le lancement officiel de l'initiative de soutien aux familles de Bridgeport, inspirée par la détermination d'une fille de 9 ans à aider un voisin dans le besoin. Le programme avait commencé modestement, un système de conseil entre pairs dans les écoles, des ressources étendues pour les parents adolescents, des groupes de soutien en santé mentale, tels des ondulations dans une mare, les effets s'étaient propagés bien au-delà de leurs intentions initiales. Lorsque Taylor arriva au centre communautaire, Bella attirait déjà l'attention malgré sa petite taille. Désormais âgée de 10 ans, elle se tenait avec assurance au podium, ajustant le micro avec la facilité de quelqu'un ayant le double de son âge. Test, test, lança-t-elle en souriant à l'assemblée. Détective Taylor, est-ce que ce truc fonctionne? Lança-t-elle à la foule, composée d'un mélange de travailleurs sociaux, de policiers, de professionnels de la santé et de famille, qui éclata en rire. Eh bien, ils avaient tous appris à connaître Bella au cours de l'année écoulée, soit par son travail avec le programme de jeunesse, soit par les histoires qui avaient fait d'elle une sorte de légende locale. Amy arriva juste au moment où la présentation allait commencer. Noah, âgé de 18 mois, était perché sur la hanche d'Amy. Il était l'image même de la santé, babillant joyeusement et tendant la main vers Bella alors qu'il passait devant le podium. « Pas maintenant, mon pote, » murmura Amy, « ta grande sœur est sur le point de faire un discours. » Sœur. Le mot était devenu naturel au fil de l'année, à mesure que leur lien se renforçait bien au-delà de ce que la biologie pouvait créer. Les lumières s'atténuèrent et Bella commença à parler, d'une voix claire et confiante. « Il y a un an, j'ai fait un choix qui m'a effrayé plus que tout ce que j'avais jamais fait. J'ai porté un bébé malade à travers une tempête de neige parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Mais ce que j'ai appris cette nuit-là, ce que nous avons tous appris, c'est que parfois les choix les plus effrayants nous mènent exactement là où nous devons être. » Elle fit un geste vers l'écran de présentation derrière elle où apparurent des photographies. Amy obtenant son GED, Noah faisant ses premiers pas, Maria recevant sa promotion, Madame Peterson enseignant un cours sur la grand-parentalité, et le détective Taylor lançant le programme de mentorat pour les jeunes. Il ne s'agit plus seulement d'une famille, poursuivit Bella, il s'agit de nous tous, de remarquer quand quelqu'un se noie sous des responsabilités trop lourdes à porter seul, de tendre la main avant que la tempête n'éclate. Dans le public, Amy serrait Noah contre elle, des larmes coulant sur son visage. Son père était assis 2 rangées derrière, leur relation toujours fragile mais en voie de guérison, une visite supervisée à la fois.
Sa mère, sobre depuis 6 mois, regardait depuis le fond, tenant la main de son parrain. Le meilleur, sourit Bella, c'est que nous ne faisons que commencer. Aujourd'hui, nous lançons de nouveaux programmes pour les familles en crise, élargissons les services de santé mentale et créons des espaces sûrs où les gens peuvent demander de l'aide sans honte. Le détective Taylor observa sa jeune protégée dominer la salle, pensant à tous les cas qui auraient pu se terminer autrement s'ils avaient eu ces ressources plus tôt, à toutes les familles qui auraient été sauvées parce qu'une petite fille avait refusé de détourner le regard de la douleur des autres. Alors, quand les gens me demandent pourquoi je fais encore du bénévolat, pourquoi je porte ce carnet partout, dit Bella en levant son carnet d'observation, désormais rempli d'une année d'insight, je leur raconte la nuit de la tempête de neige, comment parfois l'amour ressemble à une enfant de 9 en faisant des choix impossibles, comment la famille ne concerne pas toujours ceux avec qui on est, mais ceux que l'on choisit de devenir ensemble. Elle fit une pause en regardant directement Amy et Noah. Et surtout, je leur raconte comment ma sœur et mon neveu m'ont appris que les fins heureuses ne se produisent pas seulement dans les livres. Parfois, elles se réalisent aussi dans la vraie vie, si nous sommes assez courageux pour les écrire nous-mêmes. Les applaudissements furent tonitruants, mais Taylor les entendait à peine. Il regardait Amy se diriger vers le podium, l'embrassant d'un bras pendant que Noah enroulait ses petits bras autour d'elle, observant une famille forgée dans la crise qui se tenait forte dans la victoire. Dehors, la neige commença à tomber doucement, pas une tempête cette fois, mais un tendre rappel de tout le chemin parcouru et de tout ce qui restait à faire. Dans sa poche, le téléphone de Taylor vibrait avec un autre dossier, une autre famille dans le besoin. Mais désormais ils avaient plus qu'un simple espoir à offrir. Ils avaient un plan de guérison dessiné par les plus petites mains parmi eux. La neige continua de tomber, bénissant leur nouveau départ de sa grâce silencieuse. Le dernier chapitre de notre histoire s'ouvre par une matinée fraîche de juin, alors que Bella Rodriguez, désormais âgée de 11 ans, monte les marches de l'hôtel de ville de Bridgeport. Elle porte un manuel médical usé sous un bras et tient la main de Noah de l'autre. Noah Collins Rodriguez, âgé de 2 ans, trottine à ses côtés, ses boucles rebondissant à chaque pas. Derrière eux, Amy ajuste une dernière fois son bonnet de remise des diplômes. À 18 ans, elle se tient droite dans sa robe bleue, le cordon de major de promotion autour du cou, témoignage de sa détermination. Maria et Madame Peterson l'encadrent telles de fières gardiennes, tandis que le détective Taylor arrive en dernier, portant une boîte de mouchoirs, sachant qu'ils en auront besoin. « Tu es prête ?» demande Bella en regardant Amy. Aujourd'hui marque plus que la remise des diplômes d'Amy, c'est le jour où ils officialisent ce que leurs cœurs savent depuis des mois, l'adoption formelle d'Amy et de Noah dans la famille Rodriguez. Les papiers se trouvent dans le bureau du juge Martinez, en attente des signatures finales. À l'intérieur du palais de justice, les parents d'Amy sont assis de part et d'autre de l'allée, leur présence témoignant du chemin parcouru, son père apprenant à être un grand-père plutôt qu'un juge, sa mère, sobre depuis 18 mois, arborant son médaillon de rétablissement comme un insigne d'honneur. Tous debout, proclama le BFF, et le juge Martinez entra, le visage déjà illuminé d'un sourire complice. La procédure fut brève mais profonde. La voix de Maria tremblait alors qu'elle lisait sa pétition pour adopter Amy, afin de devenir officiellement la mère qu'elle avait pratiquée depuis près de 2 ans. Les parents d'Amy s'avancèrent pour signer leur soutien, leurs mains stables alors qu'ils la confiaient à la famille qui l'avait aidé à guérir. Puis vint le moment qui les ramenait au point de départ. Amy s'avança pour signer les papiers, faisant de Bella sa sœur légale, et Noah devint officiellement membre d'une famille qui transcende les liens du sang et construit des ponts sur des eaux troubles. En toutes mes années sur le banc, dit le juge Martinez en s'essuyant les yeux, je n'ai jamais vu une famille comme la vôtre. Vous avez enseigné à cette ville que l'amour ne réside pas dans des circonstances parfaites, mais dans le timing parfait, dans le fait d'être là quand quelqu'un a le plus besoin de vous. Elle se tourna vers Bella en souriant. Et toi, mademoiselle, le programme de conseil entre pairs que tu as inspiré a aidé plus de 50 familles rien qu'à lui. Tu sais comment on appelle cela ? Bella secoua la tête, serrant son manuel médical contre elle. Nous appelons cela un miracle, le genre de miracle qui se produit lorsqu'une personne refuse de se mêler uniquement de ses affaires, refusant de détourner le regard de la douleur d'autrui. Noah, de plus en plus agité par toutes ces discussions d'adultes, tira sur la manche de Bella. « Une histoire ?» demanda-t-il avec espoir. La salle d'audience s'emplit d'un rire doux alors que Bella sortait son exemplaire indéfectible de « Bonne nuit, Lune », le même exemplaire qu'elle avait lu lors de ses longues nuits d'hôpital, il y a 2 ans. « Votre honneur ?» intervint le détective Taylor, « cela vous dérangerait-il si le juge Martinez commençait ? Par tous les moyens, je pense que nous pourrions tous avoir besoin d'une histoire en ce moment, répondit le juge.
Ainsi, dans le calme formel de la salle d'audience B, Bella Rodriguez ouvrit le livre et commença à lire. Sa famille se rapprocha, Maria et Madame Peterson, le détective Taylor et les travailleurs sociaux devenus amis, les parents d'Amy en voie de guérison, et, au centre, Amy elle-même tenant Noah sur ses genoux, tandis que la voix de sa sœur emplissait la pièce de mots familiers. Dans la grande salle verte, il y avait un téléphone et un ballon rouge. L'histoire n'a pas changé, mais ses lecteurs le sont désormais, plus forts, plus sages, plus compatissants. Ils ont appris que la famille ne se résume pas toujours au sang, que la guérison n'est pas toujours linéaire, que parfois les plus grands miracles se présentent chaussés de baskets et portant des manuels médicaux. Alors que Bella lisait les dernières pages, la lumière du soleil traversait les fenêtres du palais de justice, projetant des motifs chaleureux sur le sol. Dehors, la ville de Bridgeport poursuivait son rythme quotidien, mais dans cette salle, une famille achevait son parcours, passant de la crise au triomphe. Bonne nuit, étoile. Bonne nuit, air. Bonne nuit, bruit, partout. Bella referma le livre et leva les yeux vers sa sœur, car c'est ce qu'Amy est désormais, en tout ce qui compte. Fin. Amy la tira dans une étreinte serrée, Noah se blottissant joyeusement entre elles. Non, ma gardienne inébranlable, murmura-t-elle, ce n'est que le début. Et quelque part, peut-être dans un autre appartement aux murs fins, une autre histoire attend d'être écrite, une autre famille attend d'être sauvée. Mais grâce à une petite fille qui a osé trop se soucier des autres, ils n'auront plus à affronter leur tempête seuls. Car désormais ils savent que parfois, des anges en basket portant des manuels médicaux refusent d'abandonner les fins heureuses, même lorsqu'ils doivent les écrire eux-mêmes.